Je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors déjà, je vous remercie d'être venus si nombreux. Donc moi, je suis Sophie Aguigui, je suis médecin généraliste en région parisienne. J'ai passé ma thèse il y a 1 an et demi. Et je suis aussi assistante spécialiste au département de médecine générale à Paris 13, donc à Bobigny. Et je vais laisser ma collègue se présenter. Ah oui, présente-toi d'abord. Hélène Carrier, donc moi je suis médecin généraliste à Carpentras dans le Vaucluse, chef de clinique à l'université de Marseille, thésée aussi depuis 1 an et demi, donc chef depuis 1 an et demi. Et on est là par l'association FAIRGP, donc qui est l'association française des jeunes chercheurs en médecine générale. Donc moi je suis la présidente de l'association et puis je vais laisser Sophie poursuivre. Donc FAIRGP, l'acronyme c'est en anglais, donc c'est la French Association of Young Researchers in General Practice. Voilà, l'acronyme était plus sympa en anglais. L'objectif de cette association, c'est vraiment de promouvoir et de développer la recherche en médecine générale et en soins primaires. Notre cible, c'est par exemple les externes, et surtout les internes en médecine générale, les chefs de clinique, les médecins thésés depuis moins de 5 ans, et également les médecins, les étudiants étrangers à diplôme équivalent. Chaque année, on a 2 événements. Le prochain, c'est la préconférence de FAIRGP, et on a également l'école d'automne, donc ça c'est à chaque fois fin septembre, et c'est comme un séminaire de formation en recherche, donc soit en qualitatif, soit en quantitatif, soit pour se perfectionner en recherche documentaire. Donc ça, c'est l'événement de septembre. Et donc l'événement qui arrive bientôt, c'est la préconférence FAIRGP, qui aura lieu le 30 mars au Palais des Congrès de Paris. Et ça s'appelle préconférence parce que c'est juste avant le congrès de médecine générale. Donc c'est au même endroit. Alors si ça vous intéresse, ce que je peux comprendre, pour le moment, il faut aller sur notre page Facebook pour avoir les liens pour s'inscrire. On va bientôt avoir un site internet, mais il n'est pas encore fonctionnel. Donc pour le moment, c'est la page Facebook de FAIRGP. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Donc je vais quand même, avant de parler de l'entretien, vous parler de la recherche qualitative. Donc il faut partir d'un constat qui est que les outils de mesure quantitatifs, donc les tests de biostatistique, tout ce que vous avez appris en premier cycle, ça ne permet pas de répondre à toutes les questions. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Je ne sais pas si ça vous semble évident ou si vous ne voyez pas trop de quoi je parle. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Alors, le premier, par exemple, si vous vous posez la question de pourquoi les patients ne prennent pas leur traitement et que vous voulez faire une thèse là-dessus, vous voulez faire un travail de recherche dessus, et que vous voulez appliquer un Qui2. Voilà. Donc là, vous avez reconnu, bien sûr, la formule du Qui2. Ça ne semble pas très cohérent. On ne va pas vraiment pouvoir répondre à pourquoi. Un autre exemple, par exemple, comment les médecins généralistes gèrent-ils les situations conflictuelles en consultation? Donc là, c'est le test de Student, vous l'avez reconnu bien sûr. Je ne vois pas trop comment vous pouvez faire ça. Alors, peut-être que vous pourrez, mais je ne sais pas comment on pourra interpréter les résultats. Ça sera un petit peu bancal. Donc, ce n'est pas possible. Et un troisième exemple, comment les patients vivent-ils l'annonce d'un diagnostic grave en consultation de médecine générale? Si vous allez sur Biostat TGV, vous faites un test de Fischer, ça va être difficile de remplir les cases. Je ne sais pas si on voit bien Y1, Y2, qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Je ne sais pas. Donc pareil, c'est un peu difficile. Donc la recherche qualitative, est-ce que tout le monde en a déjà entendu parler? Est-ce qu'à la fac, on vous en a un peu parlé? Ouais. Donc à la base, ça avait été créé en sociologie, en fait, dans les années 20. Ensuite, le marketing s'en est emparé, donc les publicitaires, pour essayer de nous vendre un maximum de choses, ils ont utilisé cette méthode. Et c'est que dans les années 90 que ça a commencé à être utilisé dans le domaine de la santé. Et ça fait que, depuis 2003, qu'il y a un terme MESH pour la recherche qualitative. Donc ça fait pas très très longtemps. Alors, quand on parle de recherche qualitative, souvent on entend aussi le terme compréhensive. Alors c'est tout simple, c'est parce que,
en fait, on essaie de répondre à pourquoi ou comment. Voilà, c'est souvent ce style de questions qu'on va chercher à travailler. Donc en fait, on va s'intéresser à des données complexes qui sont très difficiles à objectiver, par exemple un ressenti, un sentiment, un comportement, une façon de travailler. Et on n'a pas de réponse en oui-non. Par exemple, la question de tout à l'heure, comment les patients vivent-ils l'annonce d'un diagnostic? On ne va pas dire oui ou non. Donc voilà, la recherche qualitative, c'est beaucoup plus adapté à ce genre de problématiques. Et puis, ce n'est pas des chiffres surtout. Donc, comme je l'ai déjà dit, on va explorer des phénomènes, des comportements, des sentiments, des perceptions, des vécus, des obstacles. 3 petits points, parce qu'en fait, il y a encore plein de choses qu'on peut explorer. Est-ce que vous avez des questions déjà? Est-ce que on vous avait déjà dit ce genre de choses? Alors, souvent, on oppose Cali et Canty. Et en fait, est-ce que c'est vraiment pertinent de les opposer? Alors, j'ai ce petit schéma où vous voyez les petites flèches. Donc ça, c'est le départ. On n'a aucune idée, on ne sait pas trop. On n'a pas d'idée sur un thème ou sur un domaine. Et finalement, on va formuler une hypothèse. Et ensuite, une fois qu'on a formulé une hypothèse, on va essayer de vérifier si elle est vraie ou si elle est fausse. Donc, on va essayer de la valider. Alors, la recherche qualitative, c'est l'étape de on n'a rien et on veut proposer une hypothèse. Donc, voilà. Et la méthode quantitative, c'est on a une hypothèse et on veut vérifier si cette hypothèse est vraie, si elle existe, enfin, si on peut répondre par oui ou non. Donc, ces deux méthodes, en fait, parallèles. La première, c'est inductif, on part de cas et on veut généraliser. Et la méthode quantitative, c'est déductif, on part d'une généralisation et on veut prouver que l'hypothèse est réelle. Voilà. Alors, toujours cette question, le quali et le quanti, qu'est-ce qui les différencie? Donc, la méthode qualitative, c'est plutôt pour explorer des phénomènes. On veut voir si un phénomène existe et qu'est-ce qu'il signifie, par exemple. Et surtout, la grosse différence, c'est qu'on va étudier un phénomène dans son contexte. On ne va pas utiliser des patients témoins ou on ne va pas essayer de standardiser. C'est vraiment, on prend en compte le contexte, ça nous intéresse. Et comme je l'ai déjà dit, on va construire une hypothèse. La méthode quantitative, c'est plutôt pour des questions biomédicales où on veut quantifier, comparer et proposer des relations de cause à effet, juste des relations causales entre des variables. Et donc là, comme j'ai déjà dit, je me répète, on teste une hypothèse. Alors, une autre façon de voir les choses, c'est de dire que le quali, c'est quand le thème n'est pas très familier, quand il n'y a pas beaucoup de littérature sur une question et qu'on est un peu dans l'inconnu. Et ça va nous permettre de comprendre la signification de quelque chose et on ne va pas essayer de comprendre si ce phénomène est fréquent. Enfin, on ne va pas chercher à quantifier. Et il faut être prêt à découvrir l'inconnu, puisque, comme je l'ai dit, on ne sait pas d'où on part. On va proposer des hypothèses qui seront peut-être fausses. Le quanti, c'est donc quand on a un thème qui est très clairement défini, familier, déjà beaucoup étudié. Et c'est quand on souhaite généraliser des résultats et les comparer entre plusieurs groupes. Donc finalement, le quali et le quanti, ils ne s'opposent pas du tout, ils se complètent, bien au contraire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà commencé un travail de thèse en quali? Super. Donc tout ça, ça vous est très familier? Vous avez déjà un petit peu étudié la question. Il ne faut pas hésiter à nous faire part de votre expérience en posant des questions un petit peu pointues sur des choses que vous avez vécues, voilà, de partager un petit peu avec tout le monde. Oui. Alors, il y a des méthodes mixtes où, en fait, finalement, tu vas produire une hypothèse et après, tu vas la tester. Donc, en fait, tu fais les deux, ça existe. Alors, après, il faut maîtriser les deux techniques, mais ça existe. Oui, tout à fait, c'est la méthode mixte. Après, c'est un travail qui est plus conséquent, donc c'est vrai que sur une thèse, des fois, c'est un petit peu compliqué. Mais ça peut se faire en complément, par exemple, une thèse, un mémoire, l'un fait le côté quali, l'autre fait le côté quanti, ce genre de choses. Moi, de ce que j'avais pu voir pour les thèses, ceux qui se lançaient dans la méthode mixte, donc quali, quanti,
et le travail, finalement, on leur reprochait que c'était peut-être pas d'aussi bonne qualité. Donc, il ne faut peut-être pas être trop ambitieux. Juste pour réagir, moi, ce qu'on m'avait effectivement dit, c'est que les méthodes mixtes, il y avait un problème parce que ça en dégageait 2 questions, on répondait à 2 questions. Et au niveau méthodologique, du coup, c'était quand même mieux de séparer les deux. Oui, c'est pour ça qu'en finalement, c'est faire 2 thèses. Ah oui. Oui, tu as bien compris que le problème, c'est qu'il y avait 2 questions. Donc, c'est faire 2 travaux, 2 travaux consécutifs, en fait. Tout à fait. Est-ce que parmi ceux qui ont commencé à travailler sur leur thèse par la méthode qualitative, est-ce qu'il y en a qui ont d'abord commencé par du quanti et finalement ils se sont aperçus que c'était pas la bonne méthode? Est-ce qu'il y en a qui ont vécu ça? C'est assez fréquent en fait. Non. Bon, c'est que vous aviez une bonne formation. Il y avait non? C'est juste par rapport au lien entre quanti et qualitatif, juste rappeler, il me semble qu'il y a un des biais qu'il peut y avoir, c'est qu'on peut tenter d'interpréter de façon quantitative des résultats basés sur une étude qualitative, et c'est ça qu'il faut faire attention. Ouais. Voilà, donc c'était juste pour rappeler ça. Oui, c'est sûr que dans la discussion, dans la conclusion, il ne faut pas dire tant de personnes disent ça. Non, ça c'est pas du tout pertinent. Oui. Il faut oublier les chiffres. Ouais. Je suis complètement d'accord. Il me semble qu'il y a des travaux qualitatifs qui ont été menés sur une population qui a été estimée comme exhaustive. Et donc, à ce moment-là, ça a ajouté du poids aux conclusions. Et dans ce cas-là, on peut étendre la conclusion si l'échantillon, finalement, est représentatif de la population, quoi, par exemple. Quand tu dis exhaustif, c'est-à-dire je sais pas, moi, par exemple... une étude sur des médecins généralistes qui sont maîtres de stage. Ouais, on leur pose des questions sur la journée de formation juste avant de devenir maître de stage. Et comme avant de devenir maître de stage, tout le monde doit passer par cette formation. Si l'étude porte sur tout cela, du coup on a toute la population et là on peut conclure, toute la population des nouveaux maîtres de stage. Mais je sais pas. Ouais. Ça dépend comment sont posées les questions, ouais. Si c'est vraiment du vrai quali, quoi, ou si c'est des questions fermées où finalement ça fait du quanti. Mais c'est vrai que je pense que vous ne serez pas souvent dans ce cas de figure, à part si vous étudiez une maladie orpheline ou les maîtres de stage d'une fac. Mais oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Une question. La mienne, la mienne elle est courte. Donc, pour les gens qui n'ont pas encore commencé leur thèse, le conseil c'est plutôt de faire un test quali. De faire quoi? De faire une thèse du qualitatif. Non, pas forcément, parce que si tu travailles sur une question, si tu veux parler d'un sujet qui a déjà été tellement étudié, qu'on a plein d'informations, c'est peut-être pas la peine de retravailler sur du quali, sauf si tu as une question un petit peu originale ou un petit peu parallèle, mais c'est pas vraiment comme ça qu'il faut réfléchir, c'est plutôt est-ce qu'on sait des choses? Donc, pour ça, il faut faire une revue de la littérature, il faut lire. Et je rajouterais juste un petit élément, c'est vrai que c'est un piège dans lequel tombent plein d'internes. Il ne faut pas se dire je vais faire une thèse quali, et puis ensuite, ce thème-là m'intéresse, je vais faire une thèse quali, et puis bricoler son sujet pour que ça rentre dans les cases. Il faut vraiment réfléchir dans l'autre sens, c'est-à-dire ce thème-là m'intéresse, je voudrais étudier telle question, vraiment réfléchir à la question qu'on se pose. Et une fois qu'on s'est posé la question, qu'on a son objectif de recherche, trouver la méthode qui est adaptée. Ça peut être du quali, ça peut être du quanti, mais il ne faut vraiment pas raisonner à l'envers. C'est exactement cette diapo. Donc j'ai mis des flèches, parce qu'il y a vraiment un sens, et il faut le respecter. Donc à droite, la flèche rouge, c'est marqué « sauf les vélos », même les vélos. Hein. Dans aucun cas, il faut aller dans l'autre sens. C'est un peu... on est nombreux à avoir fait cette erreur. Moi, mon directeur de thèse, il connaissait que le quanti, donc j'étais partie là-dessus. Et puis, finalement, on a changé. Mais il faut vraiment partir... Il faut se dire que vous ne savez pas au départ. Vous ne
ne savez pas si ça va être du quanti ou du quali. Vous verrez une fois que vous aurez vraiment étudié le thème. Donc en gros, on choisit un thème, on lit tout ce qu'il y a à lire dessus. Bon, des choses pertinentes, c'est pas la peine de passer 3 ans à lire, mais faut vraiment identifier dans la littérature ce qui colle avec votre thème. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez vraiment écrire votre question de recherche. Donc il faut que ce soit quelque chose qui n'a pas été fait, quelque chose d'intéressant, quelque chose qui peut apporter quelque chose à la pratique. Et vous êtes des futurs médecins généralistes, donc on va vous le demander souvent, qui est en lien avec la médecine générale. Et à ce moment-là, vous pourrez choisir la méthode. Voilà. Sinon, en fait, vous allez perdre du temps. Il faut vraiment aller dans ce sens. Parce que moi, par exemple, j'ai perdu du temps parce que j'avais créé un questionnaire quanti et puis ça n'allait pas du tout. Finalement, on a tout changé. Franchement, j'ai perdu énormément de temps. Donc voilà, retenez vraiment cet ordre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à écrire leurs questions de recherche et qui sont à l'étape du choix de la méthode? Moi, j'avais une question, mais c'est pas tout à fait en rapport. En fait, j'ai pas encore commencé, mais à rédiger vraiment, j'ai une idée de question de recherche, mais du coup, je suis plutôt dans la revue de la littérature et je voulais savoir si j'avais bien compris que, en fait, quand on lit des trucs sur la recherche qualitative, il y a 2 choses qui disent, d'une part, que le biais, c'est souvent des gens motivés qui répondent aux questions. Donc, est-ce que ça enlève à la qualité du travail quand on prend ce biais-là? Ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, souvent, ils disent qu'ils arrêtent les questionnaires une fois qu'ils atteignent une saturation de données. Et en fait, je voulais savoir, est-ce qu'on peut avoir à l'avance quand même une vague idée de combien de personnes ou combien de focus group ou combien de questionnaires on doit faire? Enfin, est-ce qu'on peut estimer un échantillon à l'avance ou est-ce que c'est la recherche qui nous donne la réponse et on s'arrête que quand c'est fini, quoi? Alors, par rapport à la première question, moi, je dirais que finalement, en quanti aussi, il y a le biais on sélectionne des patients types, c'est le patient parfait, le patient modèle, qui est diabétique et rien d'autre, et il a entre tel âge et tel âge, il y a plein de critères d'exclusion. Donc voilà, ça fait partie de la méthode. En qualitatif, tu vas pas pouvoir forcer les gens à te répondre s'ils veulent pas. Donc en effet, tu vas recruter des gens qui ont envie de te parler, mais c'est aussi comme ça que... De toute façon, tu vas essayer d'interroger des gens différents, des profils variés qui finalement font que tu vas pas interroger la même personne. Ils vont être différents, ils vont te dire des choses différentes. Donc je dirais que ça fait partie de la méthode, c'est comme ça, c'est pas parfait, mais en quanti aussi en fait. Je sais pas si Hélène, tu as quelque chose à ajouter? Non. Alors maintenant on va passer à l'entretien, parce que c'est plutôt pour ça que vous étiez ici. Excuse-moi, il y avait juste la deuxième question sur le nombre de personnes. Ah oui, le nombre de personnes. La saturation des données, plus tu as de questions, plus ça va prendre du temps, plus il faudra interroger de gens pour que finalement, quand tu interroges des gens, ils te disent plus de choses nouvelles. La saturation des données, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait qu'on explique? Donc en fait, la saturation des données, c'est quand tu as... souvent on dit 2 entretiens ou 3 entretiens, enfin ça dépend des gens, mais on va dire 2 entretiens où quand tu vas quand tu vas coder ce que les gens t'ont dit, tu vas regarder ce que les gens t'ont dit, finalement il n'y a rien de nouveau. Il y a quelqu'un qui l'avait dit avant. Parce que dans les entretiens, c'est très très riche et on va avoir plein d'idées, plein de notions, plein de thèmes. Et donc la saturation des données, c'est quand tu t'aperçois que y a 2 personnes qui t'ont rien apporté de nouveau. Voilà. Et à ce moment-là, on peut dire que c'est plus la peine de continuer. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien expliqué. Oui. Après, c'est vrai que sur le nombre, c'est très difficile de le savoir à l'avance. Ça dépend vraiment de la complexité du sujet. Sur quelque chose de simple, des fois, 5-6 entretiens suffisent. Et puis sur quelque chose de complexe... C'est pour ça qu'il ne faut pas poser trop de questions. Il faut vraiment centrer sur ta question de recherche. Pas partir dans tous les sens, parce qu'autrement, il va falloir interroger 40 personnes... Et vous n'avez pas le temps, je pense. Voilà, il faut passer votre thèse. Donc, alors, c'est vrai que souvent dans les thèses, c'est entre 10 et 20, pour te donner quand même une idée. Ouais,
c'est ce que j'ai vu la plupart du temps. Il y en a parmi vous qui ont déjà fini tout leur recueil de données, ceux qui font du Cali? Il y en a qui ont commencé à interroger, non? Si. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur les entretiens pour le moment? Enfin, sur les questions, enfin, sur le nombre de questions, par exemple, sur ce qu'on disait. Toi, moi, ce qu'on m'a appris, c'est qu'il fallait faire une vraie question ouverte sur mon thème, et après préparer des sous-questions au cas où la personne bloque, n'ait plus rien à dire, pour la relancer un petit peu sur certains domaines qu'on aimerait bien explorer, sans trop l'influencer non plus. Il faut faire vraiment des questions ouvertes, pas du tout fermées. Voilà, moi j'en ai, je crois que dans mon guide, j'en ai 6 ou 8, je sais plus. D'accord, ok. Et ce qui est dur, c'est de faire des questions ouvertes, je trouve. Et dans l'entretien, même pendant l'entretien, c'est difficile, même si on les a préparées, de les garder ouvertes. C'est vrai. Voilà, mais ça demande de l'expérience, je pense. Exactement. On va en reparler après, mais je suis complètement d'accord. Alors, l'entretien, là, aujourd'hui, on va parler de... Ah oui. Du coup, pour de la recherche qualitative, il faut absolument faire un entretien, ou on peut se permettre de faire juste un questionnaire pour avoir plus de monde et plus de données? Alors, dans ton questionnaire, Je sais pas, en fait, ça serait la même chose que l'entretien, des questions un peu ouvertes, mais genre par mail, par exemple, qu'on aurait les gens plus de écrivent, gens. en fait. De quoi? Pour que les gens écrivent. Ouais. Et du coup, tu as un recueil de données, mais qui est peut-être... Enfin, t'as pas l'entretien direct, c'est peut-être moins fiable, je sais pas. Et le truc, c'est que mais tu as plus de données derrière, c'est plus un entretien, donc tu peux pas le guider. Parce que ton but, mais on est obligé de faire un entretien dans du qualitatif. Ouais. On peut Après, pas faire un questionnaire. Non. Enfin, moi, je l'ai jamais vu faire. Je pense que c'est trop difficile. Hein. Il y a aussi derrière. Est-ce que je peux juste te répondre? Moi, je ne vois pas du tout la thèse qualitative comme toi. Ce n'est pas un recueil maximum de données. C'est d'essayer d'avoir par exemple, à ta question, tu vas avoir plusieurs réponses différentes. C'est d'essayer d'explorer ces réponses-là. Ce n'est pas un terme de quantitatif, justement. Il ne faut pas de plus en plus de personnes. Il faut essayer d'avoir toutes les réponses disponibles. Ce n'est pas forcément en termes de... Mais le problème, c'est qu'à l'écrit, ça sera un peu artificiel, la réponse. Ça sera un peu travaillé. Tu perds des données parce que tu as le non-verbal qui va s'exprimer, et ça, tu en as besoin. Genre, tu leur demandes, je sais pas, leur ressenti par rapport à une situation donnée. Et s'ils te disent, tu peux pas le voir s'ils l'écrivent, en fait. Tu perds énormément de données, et alors que c'est tout l'intérêt de l'exprimer dans ta thèse, le non-verbal. C'est comme, imagine une consulte avec un patient par mail. Je pense que tu vas louper beaucoup d'infos parce qu'il y a aussi le non-verbal. Et puis, quand il va te dire quelque chose, tu vas lui demander d'approfondir. Voilà. Donc, je pense que ça rendrait les réponses un petit peu artificielles. Et ce serait dommage. Moi, je voulais juste faire part de mon expérience parce que j'avais fait... sur un sujet où j'ai commencé par laisser des questionnaires en salle d'attente, et ça n'a pas marché du tout. Mes questionnaires étaient vierges avec 2-3 mots et pas du tout développés. Donc en fait, je pense que les gens ne notent pas, ou dans l'entretien singulier, vraiment une personne en face s'exprime beaucoup plus facilement que sur le papier, sur des sujets qui méritent d'être explorés en qualitatif. De mon expérience personnelle. Si je peux rajouter juste une chose, souvent dans les questionnaires d'enquête, donc qui sont du quantitatif, on rajoute des cases où vos commentaires, votre avis, etc. Ça donne ce qu'on appelle des verbatims, c'est-à-dire que les gens mettent du texte libre. Ça peut éventuellement s'analyser un petit peu comme du quali, mais ça ne fera pas un travail quali. Ça donnera juste un petit peu des éclaircissements sur les réponses données avant, etc. Mais voilà, c'est pas suffisant pour... juste de l'écrit, en fait, c'est pas suffisant pour faire du quali. Louise ? Attends, prends le micro. Bon, je ne sais pas si on peut commencer par des petits questionnaires comme ça, et derrière faire le schéma des questions ouvertes ou semi-ouvertes. Alors, je sais pas si... pourquoi tu voudrais faire un questionnaire avant?
Comment tu travailles, comment tu l'analyserais ton questionnaire? On pose en fonction des les réponses un peu clés, comme elle a dit, je sais pas comment on l'appelle. Donc en fonction de ces réponses clés, donc nous on a la première question ouverte, et en fonction de ces questionnaires faits avant, de faire le schéma des questions ouvertes derrière. Je sais pas. Ça me paraît. Je pense que ça compliquerait les choses et c'est pas nécessaire. Oui, c'est pas un gain de temps en fait. Non. Et c'est souvent à l'envers en fait qu'on fait. C'est-à-dire que quand on ne sait pas trop dans quelle direction on va, on fait du quali vraiment ouvert où on pose une question très ouverte et on attend que les idées sortent. Et c'est à partir de ces idées qu'après on peut, c'est le principe de la méthode mixte, faire quelque chose de vraiment plus orienté, précis, avec des questions précises, quanti. Parce qu'on a des données pour construire ça. Donc souvent, c'est plutôt l'inverse qu'on fait. Donc, je suis Louise, je suis actuellement en Master 2 de recherche en santé publique à Paris Sud. Je vous invite vraiment à aller jeter un œil. Il y a une branche qui s'appelle Organisation et système de santé dans laquelle je suis inscrite. On a une formation comme ça au qualitatif et on est en contact de personnes qui font du qualitatif dans les sciences humaines et sociales et qui sont en train qui nous forment avec des médecins généralistes, donc c'est vraiment très adapté. Et en fait, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous apprennent en sciences humaines et sociales, c'est que ce que tu disais de la réponse écrite à une question ouverte, un peu comme ce que tu disais, c'est que ça apporte un nouvel élément, un nouvel obtenu, et tu peux croiser des données, c'est-à-dire que tu peux analyser ton entretien, ce qui est l'essence même de ta recherche qualitative, mais tu peux aussi joindre à ton travail, si tu as envie de pousser jusqu'au bout le truc, des observations, un recueil de... je sais pas moi, si le médecin chez qui tu fais ton enquête a un agenda papier et qui griffonne sur l'agenda papier, tu peux très bien décider que regarder et te servir de cet agenda papier va apporter une nouvelle donnée, un nouvel obtenu. Donc si tu veux aller jusqu'au bout, tout est bon à apprendre, tout est bon à analyser, tout est bon à intégrer. C'est juste que aujourd'hui, dans ce qu'on nous apprend à faire en qualitatif, en médecine générale, on est un petit peu contraint, et c'est par le temps et par les moyens. Et c'est pour ça qu'il y a souvent les focus group qui sont proposés. Mais si tu commences ton projet de thèse en 2e semestre et que tu rends ta thèse 6 mois après la validation du DES, c'est banco. Prends tous les obtenus que tu peux, ça sera encore plus riche et tu feras un travail encore plus abouti. Ok. Alors maintenant, on va passer à l'entretien en lui-même. Alors aujourd'hui, on va parler des entretiens surtout individuels pour lesquels il faut faire un guide d'entretien. Donc c'est ce qu'on appelle les entretiens semi-structurés. Et je ne vais pas trop parler des focus group, mais vous pouvez nous poser les questions quand même, si vous pensez que ça pourra vous servir. Dans ce cas-là, il faut aussi un guide d'entretien. Mais en fait, en Quali, il n'y a pas que les entretiens semi-structurés et les focus group. Il y a aussi l'entretien libre. Donc là, on n'a pas de questions. On est vraiment libre de parler avec quelqu'un. Ça, c'est plutôt en sociologie parce que c'est très compliqué, il faut être formé. Je vous le déconseille quand même. Après, il y a les méthodes de consensus et les études de documents. Donc, c'est du Quali. C'est une revue de la littérature Quali, en gros. Enfin, je connais pas trop, mais voilà. Sachez qu'il n'y a pas que l'entretien semi-structuré. Alors, je dois vous dire que l'entretien, en réalité, c'est une chance extraordinaire. Pourquoi je vous dis ça? Donc là, je vous ai mis le carré de Green. Alors, il y en a peut-être qui l'ont entendu parler dans la session précédente. Il en avait parlé, je ne me souviens plus de son nom. Et, donc, en fait, ce schéma, c'était pour vous dire que si vous allez interroger des patients ou des médecins, en fait, vous allez vraiment toucher des patients qu'on n'interroge jamais dans les études qu'on appelle gold standard. Alors, on va regarder le carré. Donc, on dit que sur 1000 adultes exposés à un problème de santé, il y en a 750 qui vont s'en rendre compte et ressentir un symptôme. Sur ces 750 personnes, il y en a 250
qui vont consulter un médecin au moins une fois. Ça, c'est sur un mois, en fait. Il y en a 9 qui vont être hospitalisés et il y en a un seul qui va être en CHU. Donc, toutes les études dont on nous parle, qui sont publiées dans des grandes revues, enfin la plupart, je ne veux pas non plus exagérer, parlent de ces patients. Un patient sur 1000 qui est hospitalisé. Alors vous, si vous allez interroger des patients ou des médecins, donc les médecins qui s'occupent de ces patients-là, vous allez vous intéresser à ces 250 patients qui finalement représentent peut-être plus nos patients. Donc moi, je trouve que c'est une chance extraordinaire et il faut en avoir conscience. La recherche qualitative, en tout cas, ça permet de répondre à plein de questions qui ont été un petit peu mises de côté pour le moment. Alors, je voulais vous donner un exemple pour ça, pour vous montrer à quel point l'entretien, c'est riche. Alors, c'est un exemple que j'ai piqué à Bruno Falissard, c'est un pédopsychiatre à Paris, mais je trouvais que c'était tellement parlant qu'il fallait que je vous en parle. Donc, en gros, on veut prouver qu'un antidépresseur fonctionne. Donc, voilà, dans notre tête, c'est simple, on se dit, bon, je vais utiliser une grille, je vais regarder le patient avant le traitement et après. Donc avant le traitement, il a un score à temps. Après le traitement, le score est nettement amélioré. Je me dis, l'antidépresseur, c'est sûr, il marche. Je fais des tests statistiques, c'est significatif, je suis très contente. Le petit P, il est inférieur à 0,05, je suis contente. Mais en fait, si on interroge les patients qui prennent un antidépresseur, ça c'est un extrait pas une thèse, un travail qualitatif. Donc le patient, il dit qu'avant le traitement, il trouvait que les émotions s'accrochaient à lui et que ça l'agressait, il ne se sentait pas bien. Et donc après le traitement, comment il se sent ? Voilà, on lui a posé la question, que ressentez-vous maintenant que vous avez un traitement ? Et il dit, maintenant, c'est comme s'il y avait une vitre insonorisée entre moi et les gens et plus rien ne me touche. Donc finalement, on apprend quand même quelque chose. On se dit est-ce que l'antidépresseur est si efficace que ça ? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on voulait ? Est-ce que c'est ça, traiter la dépression ? Voilà, il faut se poser la question. J'ai pas d'avis personnel, mais c'est vrai que c'est étonnant comme réponse. Et par la grille de dépression, on n'avait pas du tout accès à cette information. Donc finalement, le qualitatif va aussi compléter ce qu'on va savoir de nos patients. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça ? Est-ce que vous aviez déjà pensé à ça ? Finalement, on chiffre pour évaluer les médicaments, évaluer des thérapies, on a des chiffres, mais finalement, qu'est-ce qu'ils ressentent nos patients ? On ne le sait pas trop. Bon. Donc je continue. Alors, le guide d'entretien. Donc déjà, il faut comprendre que c'est une création originale. C'est vraiment expérimental. Là, vous n'allez vraiment pas pouvoir faire de copier-coller. Même si vous trouvez une thèse qui ressemble un petit peu, vous ne pourrez pas faire de copier-coller, ce sera complètement désadapté. Alors, le guide, il faut aussi comprendre qu'il va être modifié régulièrement, si besoin. Donc, il va y avoir plusieurs versions du guide. Donc, dans votre thèse, il faut marquer que vous avez modifié le guide, il faut mettre toutes les versions dans les annexes, mais au contraire, c'est un critère de qualité de le modifier si vous vous rendez compte qu'une question n'est pas bien comprise ou alors qu'il manque une question. De toute façon, voilà, vous êtes clair, vous le notez. Il faut aussi accepter qu'on travaille avec des incertitudes, puisque j'avais dit qu'on n'a pas d'hypothèse, on veut formuler une hypothèse. Donc on ne sait pas trop ce que les gens vont dire, on a des doutes, on risque de se planter. Donc à ce moment-là, on change le guide, mais voilà, on est vraiment dans l'incertitude. Et puis il faut se laisser surprendre. Il faut oublier, vous, ce que vous pensez. Alors c'est souvent dans les tests, c'est une erreur qu'on voit souvent. C'est tellement évident que c'est ça qu'il faut répondre, c'est tellement évident qu'il faut penser comme ça, que la question, elle n'est pas neutre. Et dans les questions, des fois, nous, en regardant les guides d'entretien, on arrive un peu à deviner ce que pense l'interne. Donc ça, c'est un travail qu'il faut faire, d'où les versions multiples. Au début, vous n'allez peut-être pas y arriver, mais vous allez vous rendre compte que vous donnez votre avis. Et ça, vraiment, c'est un des objectifs principaux du guide, c'est de rester neutre. Alors, si vous voulez aller voir des thèses, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, vous pouvez aller sur le SUDOC ou sur le site de la BU Santé,
d'Abum. Vous pouvez aller regarder un petit peu les guides d'entretien dans les thèses, donc dans les thèses qualitatives, mais restez critique. Alors, ce qu'il y a dans les thèses, par exemple, si vous allez voir ma thèse, je le ferai différemment aujourd'hui. Mon guide d'entretien, c'est pas parfait. Donc, encore une fois, il ne faut pas faire de copier-coller. Et voilà, il faut vraiment être dans l'expérimental. Vous allez créer quelque chose. Alors, sur la forme, souvent il y a entre 5 et 10 questions. Après, ça c'est négociable, on va dire. Donc, on l'a déjà dit, il faut vraiment avoir des questions ouvertes. Alors, et justement, tu l'avais bien dit, c'est pas si facile d'avoir des questions ouvertes. Donc, faut les tester à voix haute, tester sur un ami, tester sur un collègue. Il faut vraiment aller jusqu'à l'ouverture maximale. Il faut avoir des questions flexibles, et c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément poser la question de la même manière à chaque fois. C'est comme ça. Ensuite, il faut se dire que l'ordre des questions, c'est pas comme dans un questionnaire Quanti. L'ordre des questions, on s'en fiche complètement. Donc si, par exemple, vous interrogez quelqu'un et qui tout d'un coup, il aborde un thème qui est dans votre guide arrivé à la fin, vous passez, c'est pas grave, vous laissez la personne parler, vous abordez le thème finalement plus tôt. Donc faut vraiment oublier qu'il y a un ordre de questions, c'est pas du tout important ça. Ensuite, il faut rester fluide et il faut s'adapter à la personne. Si vous interrogez quelqu'un qui a le même âge que vous ne parlerez peut-être pas de la même manière que si vous interrogez quelqu'un qui est plus âgé ou qui vous met un petit peu plus mal à l'aise. Donc voilà, les questions, elles ne seront pas tout à fait posées de la même manière parce que vous vous adaptez à la personne. Et un conseil vraiment important, c'est que ce guide, il faut essayer de le connaître par cœur. Donc c'est pour ça aussi que les questions, il ne faut pas en avoir trop. Il ne faut pas qu'elles soient trop compliquées, trop longues. Il faut essayer vraiment de l'avoir en tête. Comme ça, vous n'êtes pas sur votre fiche à lire un texte, parce que là, c'est vraiment très désagréable. Voilà, des questions. Moi, j'en suis à peu près pour ma thèse, à la rédaction du guide d'entretien, et j'ai eu un peu du mal à savoir comment ça se faisait vraiment en forme. Si on mettait que des questions, j'ai vu certaines thèses où il y avait une présentation avant, qu'on expliquait un peu le thème. Quand tu le présentes, tu mets juste des questions. Là, sur la forme du guide, moi, ce que je lis, c'est que ça comprend que les questions qu'on doit poser, ou il faut y mettre d'autres choses dans ce guide d'entretien? Non, tu peux poser des questions sur l'âge, la profession, j'en sais rien, pour un petit peu décrire la personne. Après ça, je l'ai pas compté dans les 5-10 questions. On peut faire un peu plus de questions, hein, mais c'est juste que après, ça fait plus de travail. Mais le chiffre 10, il n'est pas absolu, hein. On peut faire un peu plus si besoin. Et les questions pour décrire les personnes que tu interroges, c'est pas mal de les faire à la fin, en dernier, parce que comme ça, on rentre tout de suite dans l'entretien. C'est un peu plus fluide. Voilà. Après, tu peux poser ces questions au début. Après, tu peux effectivement faire une introduction. Ça, tu la rédiges ou tu la rédiges pas, ça dépend un petit peu, mais selon le thème que tu abordes, si c'est un concept qui est peut-être pas forcément très bien connu des gens que tu vas interroger, c'est bien de clarifier les choses en disant déjà merci d'être venu à cet entretien, blablabla, on va parler de tel thème qui correspond à peu près à ça, je viens pour recueillir votre avis. Voilà, ça tu peux le rédiger sur ton guide d'entretien pour l'avoir en tête, et voilà, après si tu l'as tout dans la tête, tant mieux. Mais bon, ça se rédige. Et effectivement, la façon de rédiger les questions, c'est très personnel. Ça dépend de toi, de quoi tu as besoin pour te raccrocher pendant l'entretien. Si juste quelques mots-clés de ce que tu as envie d'aborder, ça te suffit, et que tu vas complètement t'adapter à la personne, tant mieux. Après, tu peux avoir besoin d'une question un petit peu plus rédigée, en faisant attention qu'elle soit bien ouverte, etc. Ça vient après avec l'habitude, les relances. Et puis... ça n'a pas été demandé, mais s'il y a un thème, s'il y a une question, même si elle est importante pour vous, vous la posez, la personne en face, elle ne répond pas du tout, elle n'a pas d'idée, elle n'a rien, il ne faut pas vous accrocher, quoi. Faut passer à la suite et puis pas forcément rester complètement cramponné. Moi, par exemple, dans ma thèse, j'avais une question une des premières questions, c'était « Que pensez-vous de l'EBM ?» Bon, bien, je n'avais pas prévu, mais oui, en effet, il y a des médecins qui me disaient « Rien ».
Et même avec une question de relance, en reformulant, il y en a qui n'avaient rien à dire. Donc voilà, j'ai laissé tomber pour ce médecin-là. Enfin, cette personne que j'interrogeais, je ne pouvais pas aller plus loin. Mais après, j'avais plein d'autres questions. Ouais, vraiment essayer de bien connaître les questions. Oui. Oui. Je voulais juste rajouter un truc par rapport. Tu disais il n'y a que des questions. On peut mettre un petit peu l'introduction du sujet. Mais moi, juste une erreur que j'avais fait dans l'introduction, c'est que j'avais vraiment détaillé. Et au final, mon directeur de thèse m'avait dit, mais en fait, là, tu les orientes déjà dans les questions, dans les réponses. Donc, faut parler du sujet, mais faut en dire le moins possible pour que eux, ils soient totalement libres de dire vraiment ce qu'ils pensent eux sans les orienter, quoi. C'est très difficile de ne pas les orienter, en fait. J'ajouterais aussi que quand vous allez prendre le rendez-vous, donc avec un patient ou un paramédical ou un médecin, il faut en dire le moins possible sur la question que vous vous posez, en fait. Vous pouvez dire c'est sur, je sais pas, c'est sur de la gynécologie ou voilà un thème. Il faut rester un peu flou parce que sinon ils vont commencer à y réfléchir. Si vous dites le titre de ma thèse c'est blablabla, et ben ils vont déjà commencer à y réfléchir et puis ce sera peut-être pas aussi intéressant que si ils avaient été interrogés de manière naïve. Voilà. Moi, c'était juste pour ajouter à ce que tu disais tout à l'heure sur la première question, qui est souvent un peu difficile parce que c'est justement la découverte du sujet et que ça peut mettre en difficulté parce que le patient n'a rien préparé. Donc nous, ce qu'on nous avait dit, c'est d'éventuellement les mettre dans une situation facile. Moi, par exemple, je vais faire ma thèse sur le déshabillage en médecine générale et du coup, je fais ma première question sur comment se passe une consultation. Et ça, c'est pas difficile de répondre, ils en ont déjà fait. Donc éventuellement faire une question qui ne les met pas du tout en difficulté, sur laquelle ils vont pouvoir raconter une expérience ou quelque chose comme ça, qui est facile. Et comme ça, après, ça lance l'entretien et ils ne se sentent pas mis en difficulté par un terme qui est compliqué, où ils ne savent pas du tout de quoi on parle, etc. Voilà. Tout à fait. Justement, je le disais après, donc bravo. Donc sur le fond, donc on l'a déjà un peu dit, il faut des questions qui permettent de réfléchir sur un thème avec des sous-thèmes, mais pas des questions très très précises. Il faut des questions ouvertes, donc voilà, ça permet juste d'aborder un sujet en fait. Vous pouvez prévoir des questions de relance si, qui peuvent être écrites aussi. Enfin, faut y réfléchir avant. Si finalement la personne n'a pas compris la question ou si finalement ça n'a pas permis à la personne de vraiment dire tout ce qu'elle avait à dire sur le sujet, vous pouvez avoir une question de relance. Et c'est toujours intéressant de reformuler ce que la personne vous a dit pour vérifier si vous avez bien compris. Et puis ça peut aussi permettre de continuer sur le sujet sans que ce soit trop artificiel. Hein. Mais par exemple, là j'avais mis une phrase, donc vous trouvez que c'est difficile de tout faire en une seule consultation. Alors comment vous faites pour vous organiser avec les patients diabétiques ? Voilà, il faut utiliser ce que la personne vous dit comme tremplin en fait, pour enchaîner. Donc ça permet de vérifier qu'on a compris et ça montre aussi qu'on écoute vraiment et ça permet d'enchaîner assez fluidement, naturellement. Et comme tu l'avais dit, c'est toujours bien de commencer par une question brise-glace. Donc la question brise-glace, c'est une question un petit peu générale. C'est facile d'y répondre. C'est quelque chose que les gens ont l'habitude de faire ou c'est quelque chose qui ne met pas mal à l'aise. Voilà. Donc là, par exemple, j'avais mis un exemple. Racontez-moi votre dernière consultation avec un patient diabétique. Voilà. Il n'a peut-être pas grand-chose à dire, mais vous pourrez reformuler, le relancer assez simplement. Voilà, sans que ce soit trop difficile. Enfin, il faut vraiment une question où tout de suite la personne va se dire « Ah oui, c'est quelque chose que je fais tout le temps », il va tout de suite avoir quelque chose à dire. Voilà. Et c'est vrai, et des fois on est même surpris par la question brise-glace. Hein. On pensait que c'était juste la petite introduction qui allait mettre tout le monde mal à l'aise, et puis en fait les gens disent plein de choses intéressantes, et c'est très riche. Ils répondent à presque toutes les questions. Ils abordent tous les thèmes qu'on veut aborder, enfin voilà, ça peut être surprenant. Donc alors, j'insiste vraiment sur, il faut tester le guide rapidement. Il ne faut pas essayer de trop réfléchir pendant des mois. Est-ce que cette question, elle est bien ? Il y a un moment où il faut aller le tester. Et de toute façon, vous avez le droit de le modifier après. Et si l'entretien se passe bien, vous pourrez l'utiliser dans votre thèse. Hein, vous ne perdrez pas de temps. Donc ne soyez pas trop timide. Il faut y aller. Il faut tester votre questionnaire. Et puis, ça vous permettra de l'améliorer. Il n'y a pas d'autre façon d'aller vers le questionnaire idéal.
Alors, quand vous interrogez quelqu'un, il faut bien sûr lui garantir l'anonymat et, si possible, essayer de faire ça dans une pièce au calme, sans interruption. Donc, ça semble évident, mais si vous interrogez des médecins, c'est possible qu'il y ait le téléphone qui sonne, que quelqu'un frappe à la porte. Donc, essayez de trouver, enfin, lui demander si c'est possible d'avoir un créneau où il ne sera pas dérangé, parce que ce serait vraiment, enfin, ça risque d'interrompre l'entretien et c'est difficile de repartir après une interruption. Enfin, ça vous mettra vraiment en difficulté. Alors, vous allez les enregistrer avec vous allez enregistrer l'audio. Et c'est pas souvent fait dans les thèses. Moi, je l'avais pas fait, j'y avais même pas pensé. C'est quand même pas mal de leur faire signer un consentement. Et après, vous mettez dans la thèse que vous avez obtenu un consentement écrit. Pareil pour l'anonymat, où vous leur expliquez que c'est anonyme. C'est bien d'avoir une trace écrite quand même. C'est plus, on va dire que c'est plus scientifique. c'est plus sérieux. Voilà. Alors, l'entretien... Oui, une question. Oui, juste par rapport au consentement, je me posais la question, moi c'est pareil, je suis au tout début de ma thèse qualitative, je vais interroger des patients. Est-ce qu'il faut l'accord de la CNIL? Parce que mon directeur de thèse, c'est la première fois qu'il fait une thèse qualitative, il ne sait pas trop non plus. Et on se posait la question. Alors, c'est quasiment jamais fait. Après, je ne sais pas si... C'est une bonne question. En fait, la CNIL, c'est pour la protection des données informatiques, surtout. Par contre, tu peux demander au comité de protection des personnes si tu as un doute. Alors au pire, ils sont sympas, ils te disent qu'en fait, ils ne seront d'aucune utilité pour ta thèse. Mais au moins, toi, tu t'en es assuré. C'est surtout utile si tu veux publier ton travail. Exactement. Sinon, c'est plutôt sur papier libre, en fait, juste un consentement pour utiliser les données audio. Oui, et puis tu es supposé aussi détruire les enregistrements après. Alors, c'est vrai que pour les sujets sensibles, on vous recommande quand même de demander à un comité d'éthique de protection des patients, je ne sais pas, les sujets cancer, VIH, pour que ce soit carré. Après, je sais que les réponses, c'est très long à obtenir, c'est pas si facile, c'est pas toujours la même... Il y a des endroits, c'est comme ça, d'autres villes, c'est différent. Donc, je sais que dans les tests, c'est pas souvent fait, mais il faut se poser la question. Alors, si tu peux demander à ton DMG, vu que tu as déjà ta question, voir s'il pense qu'il faut le faire. Voilà. En tout cas, comme ça, on ne te le reprochera pas. J'avais une question justement sur le test du guide d'entretien. Effectivement, moi j'en suis à ce niveau-là. J'ai fait mon guide, ouais. J'avais mes questions et en fait j'ai un peu peur d'y aller parce que concrètement ma thèse ça va être sur le médecin généraliste en tant que médecin de famille. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Et j'ai interrogé donc les médecins et je me dis, le premier médecin que j'ai envie d'interroger, c'est vraiment le médecin de famille, vraiment dans un petit village, tout ça. Et j'ai un peu peur d'y aller en me disant, si je me foire. Et du coup, j'aimerais savoir un peu quels sont les types de guides d'entretien foireux, les mauvais exemples à ne pas suivre pour éviter de se planter. Je dirais des entretiens où finalement les gens ils répondent par 3 mots, quoi. Où les gens ils parlent pas du tout, ou ils n'ont pas d'avis, ou tu les as peut-être pas mis à l'aise, ou alors tes questions elles sont pas bien formulées parce que les gens ont toujours quelque chose à dire. Enfin, c'est pas possible. Si tu leur parles de leur travail, je pense qu'ils ont forcément une idée ou quelque chose à dire. Il y a une question qui peut, comme mon exemple de tout à l'heure sur l'EBM, une question qui peut tomber à l'eau de temps en temps, mais je dirais qu'un mauvais entretien, un entretien loupé, c'est celui où tu n'as pas produit de discours, en fait. Tu as juste eu des réponses pas très intéressantes. Mais si tu as peur de le tester sur quelqu'un que tu respectes, et tu peux le tester, même sur un ami, tu n'enregistres pas, ou tu enregistres juste pour rigoler, mais tu peux le tester sur un ami, ça va te faire entrer en matière. Mais il faut vraiment faut le tester, c'est sûr. Mais sinon, tu le testes vraiment sur quelqu'un que tu aimes bien, un ami qui te le reprochera pas si ça se passe pas exactement comme il faut. Voilà, faut se lancer. J'ai juste une petite question par rapport au consentement signé. Comment on garantit l'anonymat avec un consentement? Ah oui. Non, mais en fait, tu garantis que dans la thèse, il n'y aura pas des noms. Et du blanco, quoi. Pardon? On met du blanco ou quelque chose comme ça sur non, tu dis juste dans ta thèse que tu as des consentements.
tu as obtenu le consentement. Mais tu ne mets pas dans la thèse le consentement. Tu dis juste que... Voilà. Après, le plus simple pour garder l'anonymat, c'est que tous les documents que tu vas produire, que ce soit tes enregistrements audio, ou si tu les rédiges, etc., si tu les mets sur un logiciel, tu ne mets pas le nom des gens, en fait. Tu les appelles patient 1, patient 2, médecin 1, médecin 2. Alors forcément, le consentement ne sera pas anonyme, mais en tout cas, tout ce qui aura été dit restera anonyme. De toute façon, toi, tu sais que cette personne, elle a été interrogée, et il n'y aura que toi qui auras le consentement. Donc tu ne vas pas trahir la confiance, le secret. Tu vas le dire à personne. Enfin, tu ne vas pas donner les noms. Et de toute façon, toi, tu connais le nom de la personne déjà. Enfin. Oui, bien sûr, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, le consentement, il sert aussi à te protéger si jamais, je sais pas, même si tu veux, je sais pas, s'il y a un problème, en fait. S'il y a des propos diffamatoires ou quoi que ce soit, enfin, je sais pas, j'imagine. Et surtout, ça permet de dire, j'ai le consentement, il était d'accord pour dire ce qu'il a dit, par contre, on sait pas qui a dit quoi. Donc, toutes les données sont vraies, vérifiées et non diffamatoires grâce au consentement, notamment. Le consentement, comme tu disais tout à l'heure, Sophie, c'est surtout si tu veux publier, enfin soumettre et publier ton travail. Si jamais, je sais pas, le médecin il lit après ton article dans Exercer et qui voit des choses qu'il a dites et qui dit attends, moi j'étais pas d'accord pour que ce que j'ai dit ça soit publié. Voilà, au moins t'as le. C'est rare que ça arrive. Ça arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Ne stressez pas. Jamais. Moi, je dirais aussi que c'est plutôt aussi du professionnalisme. C'est, voilà, vous interrogez des gens, ils vont se livrer. C'est quand même bien, voilà, qui signent un papier. Que ça, voilà, c'est plus réglo, on va dire. C'est plus sérieux. Alors, concernant l'entretien, alors j'avais noté qu'il faut rester entre proximité et distance. Alors, ça veut tout et rien dire, mais c'est, voilà, en gros, les gens, vous allez les interroger, c'est pas vos amis, il faut quand même garder des distances. Et à l'inverse, il faut pas être trop distant non plus, il faut pas être un bloc de glace, il faut pas être froid. Voilà, il faut y trouver le juste milieu, d'où les entretiens tests. Au début, vous allez peut-être pas bien le faire, mais vous allez rapidement voir ce qui va et ce qui va pas. Alors, on l'a déjà dit, il ne faut absolument pas laisser transparaître son opinion personnelle. C'est l'erreur qu'on fait tous au début, parce qu'on est persuadé qu'il y a des choses qui sont évidentes. Et en fait, vous allez voir qu'il y a des réponses, des fois, vous n'y aviez même pas pensé. Vous allez être vraiment surpris, en bien, hein, mais voilà, il y a des choses qui vont vraiment vous surprendre. Alors, moi, je trouve que c'est pas mal, au début de l'entretien, surtout si vous interrogez des médecins, ou même des patients, de dire que vous allez avoir une posture naïve et que, voilà... des fois, vous allez leur demander d'expliquer des choses, alors qu'un médecin devrait savoir ça, mais voilà, le but, c'est d'être naïf et de les faire parler. Alors, ensuite, il faut vraiment avoir une écoute active pour encourager le discours. Le but, c'est vraiment que les gens se livrent le plus possible et disent un maximum de choses, parce que souvent, on ne dit pas vraiment les choses... dès la première phrase. Hein. Des fois, sur un paragraphe énorme, la phrase intéressante, c'est la dernière. Et c'est comme les patients, ils disent souvent en partant devant la porte la raison pour laquelle ils étaient vraiment venus. Donc voilà, des fois, il faut être un petit peu patient. Moi, je vous conseille de prendre quand même quelques notes sur les attitudes non verbales. Par exemple, si à ce moment-là, vous posez une question, vous sentez que la personne est mal à l'aise, voilà, ça, vous pourrez dire cette question, enfin, ça met mal à l'aise telle personne interrogée, ou alors si vous voyez que ça le fait rire, voilà. Dans les enregistrements, vous pourrez peut-être l'entendre, mais on ne sait jamais, vous pouvez prendre quelques notes. Alors, je viens de vous dire de prendre des notes, mais je vous dis que l'idéal, c'est quand même de prendre des notes tout de suite après, en sortant. Voilà, vous venez de finir l'entretien, vous pouvez vite noter quelques petites choses, parce que vous vous en souvenez encore. Comme ça, vous n'écrivez pas pendant que vous interrogez la personne. Ça peut refroidir un petit peu de voir quelqu'un qui écrit. Enfin, c'est même stressant en fait de voir quelqu'un qui écrit devant nous alors qu'on est en train de lui parler. Donc l'idéal, c'est de le faire après en sortant. Et oui, je l'avais pas dit tout à l'heure. Moi, ça c'est un conseil vraiment pratique quand vous enregistrez.
faut vraiment essayer de trouver des moyens de vite l'enregistrer sur un ordi, de vite, je sais pas, moi je l'avais fait avec mon téléphone portable, je me l'envoyais par mail sur 2 adresses différentes. Voilà, faut pas perdre faut pas perdre de votre travail, ce serait vraiment dommage. Donc essayez de voir, selon la méthode pour enregistrer, essayez de vraiment pas perdre vos données. Juste pour donner d'autres petits trucs sur l'enregistrement. Moi, pour mon mémoire, j'avais fait un enregistrement avec un dictaphone que je recommande pas. Je pense que c'est mieux de faire sur un téléphone portable parce que c'est quelque chose qui a l'habitude d'être posé sur une table, qui se fait très vite oublier, beaucoup plus qu'un dictaphone. Et en fait, moi, j'ai trouvé que les gens étaient très bloqués par la présence de ce dictaphone dans leurs réponses. Et une fois que je l'avais arrêté, ils se mettaient à dire des trucs super intéressants. Et donc, je conseille aussi de laisser l'enregistrement tourner, même si la personne dit qu'elle a fini de parler, qu'elle n'a plus rien à dire, et de laisser tourner parce que des fois, il y a des choses qui sortent après et on est frustré quand on ne les a pas enregistrées. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais ouais. Moi, c'est vrai que le téléphone, il l'oubliait tout de suite. Et en plus, comme ça, après, je pouvais me l'envoyer par mail comme une paranoïaque, au cas où. Voilà. Et bien couper son téléphone aussi, alors, pas qu'il sonne pendant l'entretien. Alors l'écoute active, donc on a déjà un peu dit, je pense que dans vos enseignements au DMJ on vous l'a déjà expliqué, c'est vraiment montrer que vous écoutez, montrer que ça vous passionne ce qu'on vous dit, montrer que cet entretien c'est le moment le plus génial de votre vie, voilà. Donc il faut reformuler. Ça permet donc, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, de montrer que vous écoutez, de montrer que ça vous intéresse, et ça permet aussi finalement d'aller encore plus loin dans certaines idées. Il y a la technique du miroir, c'est donc de répéter un des mots que la personne a dit. Là, ça montre qu'on est ultra attentif. Ensuite, vous pouvez aussi interpréter ce que la personne vous a dit, mais en laissant vraiment l'option de dire non, c'est pas vraiment ça que je voulais dire. Donc, proposer des interprétations, un exemple, ce serait de dire mais donc, quand vous m'avez parlé de ça, c'est parce que vous pensez ça. Voilà, j'ai pas d'exemple plus précis que ça, mais vraiment, vous pouvez proposer des interprétations et la personne, de toute façon, elle vous dira non si c'est pas ça. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir compris. Vous pouvez demander des exemples, des éclaircissements, mais les exemples, en fait, c'est vraiment, c'est assez magique. Il ne faut pas avoir peur on peut se dire qu'un exemple, c'est trop précis. Finalement, l'exemple, par exemple, l'exemple d'une consultation, l'exemple d'un patient, une expérience qui va vous raconter un moment très précis, finalement, il va se remettre dans le contexte, il va se souvenir peut-être de choses moins abstraites, il va donner des détails, et en fait, c'est hyper intéressant. Et puis, il y a les marques d'écoute verbale, non verbale. Donc, déjà sourire, acquiescer de la tête, dire oui, je vois, d'accord, voilà. Sans être non plus dans d'accord, je pense exactement la même chose. Il faut quand même rester neutre, mais vraiment montrer que vous êtes là tout le long du discours. Voilà. Est-ce que il y a quelqu'un qui va ajouter quelque chose ou s'il y avait d'autres choses dans l'écoute active que j'ai pu oublier. Et donc pour terminer, vraiment le message clé c'est faut se lancer, faut accepter la surprise. Donc là on voit c'est un lapin et un canard. Moi je voyais un lapin, il y en a qui voyaient un canard. Voilà, c'est exactement ça le Kali. Faut se laisser surprendre, faut rester vraiment naïf. Il faut accepter l'idée que vous n'avez pas d'hypothèse et les gens vont vous permettre de trouver une hypothèse, de proposer une hypothèse. Voilà. Et pour finir, voilà quelques ouvrages qu'on peut vous conseiller. Donc le premier, c'est le livre de Paul Frappé, qui est là, et qu'on a disponible sur le stand de FairJP. Donc il est à 25 €. Donc c'est pas que pour la recherche qualitative, c'est pour la recherche de manière générale, et il est très complet et très facile à lire. Donc on vous le recommande vraiment. Donc on le vendra demain matin sur le stand. On en a encore quelques-uns. Et ensuite, les plus réputés en recherche quali comme ouvrage, c'est l'entretien compréhensif de Kaufmann et l'enquête et ses méthodes de Blanchet. Voilà. Si vous lisez ces 3 livres, vous n'avez pas besoin de lire d'autres livres. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Moi, j'avais une question. J'avais une question pratique. Est-ce qu'il faut
envoyer aux gens qui ont participé à la réalisation de notre thèse ou notre mémoire les résultats ou par exemple les patients qu'on interroge, est-ce qu'il faut leur proposer, est-ce que vous voudrez recevoir par mail mon mémoire, est-ce que oui, c'est très bien de leur proposer. Pas dans l'obligation. C'est pas une obligation, non. Après, ils peuvent vous le demander et là, il faut leur fournir. Par contre, vous pouvez pas dire non, c'est secret. Je pense que oui, c'est vrai que c'est bien de le proposer. En plus, souvent, les gens, ça leur fait plaisir de voir un peu le retour de ce à quoi ils ont participé. Donc, D'accord. Et j'avais une autre question, du coup, j'ai le micro, je le garde. C'était le codage. Moi, du coup, j'en suis à commencer mes entretiens, mais j'arrive pas à trouver l'information. J'ai lu le petit livre là, mais j'arrive pas à trouver comment on code en fait. T'as lu le livre, un des livres qu'on a ici, le Paul Frappé. Ah oui. Le codage, ça mériterait un café débat à part entière. Et le codage aussi, c'est un peu pareil, c'est un peu expérimental. Faut se lancer. Faut pas attendre d'avoir vraiment compris. Vous allez comprendre en le faisant en fait. Après, voilà, c'est au fur et à mesure, il faut lire un petit peu des bouquins. Après, pour le codage, il ne faut vraiment pas hésiter à aller frapper à la porte du DMG. Et il y a toujours quelqu'un dans un DMG qui a fait du Kali et qui pourra vous aider, j'espère. Voilà, faut se faire un petit peu aider au début pour savoir un petit peu comment ça se présente. Mais voilà, ce sera un peu trop long. Je pense mais vraiment, je pense que tu comprendras comment faire en le faisant. Et il ne faut pas essayer faut pas se dire que tu le feras quand tu auras compris. Voilà. Mais c'est comme une thèse de manière générale. Hein. C'est à la fin de la thèse qu'on se dit, voilà, j'ai compris comment on fait une thèse. Après, il y avait des questions par là. Oui. Je vous dis tous les pièges dans lesquels je suis tombée. Ça, c'est une très bonne idée. En fait, le codage, c'est bien de le faire au fur et à mesure des entretiens. Moi, là, j'en ai fait 9 d'affilée et j'ai pas codé au fur et à mesure et c'est un peu dommage. Voilà. Et moi, je voulais savoir, vous, si vous conseillez d'utiliser des logiciels particuliers. Moi, j'avais pas utilisé, mais parce qu'il y avait personne pour m'expliquer comment faire. J'avais laissé tomber. Parce qu'il y a des logiciels pour aider au codage, éventuellement même juste pour nous aider à organiser le codage, quoi. Et il y a aussi des logiciels pour les transcriptions des entretiens. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Je pense que c'est un peu risqué. Moi, pour la retranscription, j'avais téléchargé un logiciel, je ne sais plus comment il s'appelle, qui ralentit la piste audio. Et j'avais trouvé un débit où j'arrivais à taper et j'écoutais qu'une fois. Deux fois, je revenais en arrière, mais donc j'ai ralenti la piste audio et dans Word, j'avais mis plein de raccourcis. Parce qu'il y a les mots qui revenaient tout le temps, j'avais mis des raccourcis. Quand je tapais TT, il me corrigeait en traitement. Quand je tapais EBM, il l'écrivait en entier, Evidence-Based Medicine. J'avais mis, une centaine de raccourcis à la fin et j'arrivais à retranscrire en 1h30 à la fin, alors que les gens me disaient ça prend 4 heures. Donc je ne suis pas sûre qu'un logiciel de retranscription, ce soit... Oui, moi de mon expérience aussi, j'avais cherché tout un tas de logiciels de reconnaissance vocale, de choses comme ça. En fait, ça n'existe pas vraiment. Effectivement, il faut trouver un logiciel qui ralentit un petit peu la bande, qui permet de ralentir le débit pour pouvoir recopier. Parce qu'effectivement, ce qu'on vous a pas dit, le côté très sympa du Kali, c'est que quand on a fait une demi-heure d'entretien, il faut 4 heures pour tout taper à la main sur son petit Word, chaque mot, chaque E, chaque... Mais utiliser les corrections automatiques de Word, il y a plein de mots qui reviennent tout le temps. Voilà, vous gagnez du temps. Mais après, sur les logiciels pour le codage, moi, j'ai pas d'expérience dessus. Je pense que ça vaut le coup quand même. Moi, j'ai utilisé NVivo, qui est, je pense, un des plus connus. Moi, dès que j'ai commencé à faire un peu de Kali, j'ai tout de suite utilisé NVivo. J'avoue qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas m'en passer et faire du codage sans. C'est peut-être un peu le piège dans lequel je suis tombée. J'avoue que j'avais l'impression de devenir folle. Et peut-être que... c'est vrai qu'NVivo facilite quand même la vie dans le sens où on rentre son texte et puis après, on surligne, clique, ça veut dire telle idée, pouf, on fait son arbre de codage. Après, on fait du glisser, déplacer dans son arbre de codage, ça facilite énormément les choses. Après, l'inconvénient, c'est que c'est un petit peu plus difficile sur son tout petit écran d'ordinateur d'avoir une vision globale de tout son codage, etc. C'est vrai que si on le fait à la main, ou on a peut-être une vision un petit peu plus globale.
ça facilite beaucoup les choses. Alors l'inconvénient d'Envivo, c'est que c'est payant. Juste pour une petite remarque, nous sur l'île, on a une formation qui est super bien faite par le président du CEMG, du collège local, et en fait qui nous forme à la fois sur Envivo, donc il nous fait télécharger, donc on a la formation de Envivo, donc ce qui est vraiment génial. Et en fait, il nous explique quand même que c'est quasi indispensable pour cette recherche, parce que sinon à la main c'est vraiment assez compliqué, et surtout pour le rebalancer à un collègue pour se trianguler les résultats. Il m'a dit que c'était quand même beaucoup plus simple. Donc vraiment, il fait oui, c'est une centaine d'euros d'investissement. Je crois que c'est ça pour le. Pour un an, pour un an, en prix étudiant, c'est 85 euros, quelque chose comme ça. C'est ça. Donc c'est un investissement pour une année, parce que sauf si on veut vraiment acheter le logiciel, mais c'est un investissement d'une année. Et après, c'est vraiment un investissement, un bon investissement pour la recherche, pour la thèse qualitative. C'est vrai que je repense à ce que tu avais dit. Après, il y a les questions là-bas. Faut essayer de retranscrire et coder au fur et à mesure, parce que ça permet aussi de voir si on a fait des erreurs en interrogeant les gens, si on les a un petit peu trop orientés. Voilà. Faut le faire au fur et à mesure. Et ça permet aussi, c'est aussi comme ça que vous pouvez faire évoluer le guide d'entretien. Moi, je voulais savoir... J'ajoute juste une petite chose, excuse-moi. C'est aussi une façon de voir si vous approchez de la saturation de données ou pas, hein. C'est sûr. Oui, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez du double codage, en fait. Parce que à qui on peut demander pour un... Est-ce qu'il y a le codage, souvent, c'est le directeur de thèse. Ouais. Après, autrement, quelqu'un qui vous aime bien. C'est vrai que le double codage, c'est l'idéal, c'est ce qui est le plus, surtout s'il y a c'est plus pertinent, et c'est ce qui assure aussi une bonne interprétation de l'entretien, des résultats qui sont valides. C'est vrai que surtout si c'est en vue d'une soumission d'article, sans double codage, c'est un petit peu difficile à vendre. Souvent, c'est le directeur de thèse qui s'y colle, donc il faut qu'il aime ça et qu'il ait le temps. Après, il est tout à fait possible, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà lancés là-dedans, mais il faut aussi que vos facs soient d'accord avec ça, vos DMG soient d'accord avec ça, c'est de faire des thèses en binôme. Et du coup, le double codage, vous le faites à deux. Alors, selon les facs, c'est plus ou moins bien accepté. Il y en a qui acceptent de faire vraiment la thèse en binôme, que ce soit la même thèse présentée par deux personnes différentes. D'autres qui voudront un travail différent. Donc, ça peut être sur le même sujet d'explorer deux questions ou deux facettes, ou l'un qui interroge les patients, l'autre qui interroge les médecins, pour confronter les avis. C'est vrai que ça peut être l'idéal de faire une thèse en binôme sur du quali. Voilà. Comme je disais, moi j'en suis à peu près à la rédaction du guide d'entretien. Moi, ma thèse, en fait, c'est sur les choix de maquettes des internes de Besançon. En gros, ils ont fait un choix un petit peu surprenant au dernier semestre, qui moi, m'a interpellée en tant que présidente du syndicat, et qui a interpellé aussi le DMG, au point qu'on a monté du coup une thèse pour essayer de l'expliquer. Et mon gros problème, c'est que j'ai peur qu'ils se sentent jugés. En gros, tous les SASPAS n'ont pas été pris. Et on essaye de savoir pourquoi. Je trouve que c'est intéressant dans le contexte où on veut en rajouter. Vous préférez aller à l'hôpital parce que c'était trop loin? On ne sait pas. On ne sait pas, justement. C'est l'intérêt de faire cette thèse, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Et ce n'est pas un petit événement, on ne sait pas juste d'où ça se passe. Et du coup, j'ai vraiment peur qu'ils se sentent jugés. Et j'ai du mal à rédiger mes questions. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des conseils pour essayer de rester le plus neutre possible, malgré ma position actuelle. En fait, c'est rigolo parce que je fais exactement le même sujet à Paris 6. Et j'ai fait mon guide d'entretien, donc si tu veux que je te l'envoie pour t'inspirer, voilà. Pour qu'ils se sentent à l'aise, il faut bien leur rappeler que c'est anonyme, il y aura que toi qui pourras savoir qui a dit quoi, que tu vas avoir, comme j'avais dit, une posture naïve. Tu es là en tant que chercheuse, tu n'es pas une collègue, tu n'es pas une confrère, tu es là en tant que chercheuse, tu pourrais être une sociologue. Voilà, le dire vraiment, ça peut déjà un petit peu mettre à l'aise, même si c'est évident.
justement, mettre les pieds dans le plat, en fait, dire voilà, je ne vais pas te juger, et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Voilà, je pense qu'il faut le dire clairement. Et puis tu peux aussi ne pas poser la question directement, c'est-à-dire ne pas leur dire moi je fais ma thèse pour comprendre pourquoi vous n'avez pas pris les SAS-PASS. Ça D'où peut l'intérêt être juste de dire je fais ma thèse sur les études, le choix, voilà, les choix de stage, quels sont les critères qui font choisir les stages. Et ta question sur les SAS-PASS, elle vient vraiment à la fin et ils verront peut-être même pas que c'est voilà, ça. ils vont peut-être te donner les raisons sans que tu leur poses directement la question. Avec ce qu'ils vont me dire, tu auras tes réponses. Moi, j'avais une toute petite question. Est-ce qu'il vaut mieux faire quelques entretiens tests qu'on n'analysera pas forcément juste pour s'entraîner un peu au début parce que ce sera peut-être pas hyper pertinent, ou est-ce qu'il vaut mieux prendre en compte dès le premier entretien et analyser les données dès le départ? Bon, moi je pense qu'il faut... l'idéal c'est de les inclure. Après, si c'est vraiment catastrophique, que tu n'abordes pas du tout les thèmes que tu voulais aborder... Bon, finalement, tu peux l'inclure, mais ça va pas t'aider. Enfin, tu vas pas avoir beaucoup de choses à analyser, mais l'idéal, c'est quand même de l'inclure. Mais si tu l'inclus pas, c'est pas. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. J'ai pas écouté complètement la question, mais l'entretien test, ça dépend si c'était vraiment un faux entretien avec ton voisin de palier. Je pense que c'est pas grave si finalement elle veut pas l'inclure. Je suis pas sûre si tu l'as étiqueté entretien test, tu peux tout à fait choisir de ne pas l'inclure. Après, si tu as eu plein de réponses intéressantes, c'est sûr qu'il faut le garder. Après, c'était juste pour Laurie, peut-être qu'un des moyens de savoir si la question est agressive ou jugeante, peut-être que tu fais tes questions un peu comme ça à chaud, et puis tu fais que quelqu'un te pose les questions à toi. Et comme ça, tu sauras déjà... à l'oral, quand on te la pose à toi, peut-être ce que ça, déclenche. Ouais, comme ça, là, tu as l'impression que tu sais ce que tu répondrais, mais en fait, non, il faut voir ce que tu répondrais, toi. C'est une très bonne idée. Ouais. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà été interrogés pour des entretiens quali, par des co-internes, par... Ouais. Vous avez l'impression que ça vous a aidé ? Enfin, que ça vous avait vraiment donné des clés, des pièges dans lesquels pas tomber. Parce que ça c'est intéressant de se mettre de l'autre côté, en fait. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des choses à raconter. Si, tu peux... Ouais, c'était à Lille, entre 2 ED de cours à la fac. Un de nos collègues internes, je ne sais plus, 3 semestres au-dessus, est venu faire un focus group. Je crois que ça s'était pas trop mal passé. Il avait réussi à mettre une bonne dynamique dans la session. Après, a posteriori, je me rends compte que c'était lui le thésard, et c'était lui le modérateur, et c'était lui qui avait posé le téléphone pour enregistrer. En fait, il était un peu seul pour ce focus group-là. Aujourd'hui, j'ai appris que pour le focus group, il vaut mieux, si on est présent, être celui qui prend en note les interactions et pas celui qui initie les discussions, et que laisser le travail du modérateur soit au co-thésard, soit à un collègue, soit au directeur de thèse, ou même à quelqu'un d'extérieur. C'est le truc que j'ai vu. Et puis pour avoir expérimenté un tout petit peu sur un entretien pour un cours là que j'ai eu en Master 2, les bruits parasites, il faut faire vachement gaffe quand vous posez le téléphone sur la table, parce que c'est un côté hyper pratique, mais en fait on entend tout, et notamment ses propres bruits parasites, c'est-à-dire qu'on peut passer tout l'entretien à faire ça, et en fait on ne se rend pas compte, et en fait ça pourrit l'enregistrement, et c'est horrible. Et puis le lieu de l'entretien et l'espace, la distance qu'il y a entre le téléphone et la personne, parce que c'est l'enfer. Après on a les fins de phrases qui et puis on ne sait plus ce qui a été dit, et voilà. Très bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions qui vous brûlent les lèvres? C'est un peu bête, peut-être, mais un entretien, ça dure combien de temps? Ça y a une durée limitée, ou c'est... Je dirais que
en tout cas pour les thèses de médecine générale, souvent c'est au moins une demi-heure. Quand c'est, enfin, ouais. Ça dépend vraiment du sujet, mais c'est vrai qu'une petite demi-heure, c'est un bon format. Plus, c'est que vraiment ton sujet est un petit peu complexe, et pour une thèse, des fois, c'est un peu difficile. Moins, c'est que tu n'as pas forcément eu tout ce que tu voulais. Ouais, une petite demi-heure, c'est ça, il faut le mettre dans la thèse, la durée de chaque entretien, la moyenne. C'est vrai que si tu vois que des entretiens que de 10 minutes, bon, tu te dis que les gens n'ont pas beaucoup parlé, que finalement... ça enlève un petit peu à la qualité du travail. Mais voilà, ça peut être 1 heure. Hein, mais... Et ça peut être moins si ta question est très précise et que ça ne te demande pas des tas d'explications. Hein. Enfin, moi, j'ai une interne là, qui a fait une thèse sur les raisons du suivi, enfin, pourquoi les médecins faisaient des frottis plus souvent que ce qui était préconisé par les recos. Et finalement, sa question était assez simple. Ces entretiens, ils faisaient 15 minutes en moyenne, et c'était suffisant. C'est vrai que c'est possible que quelqu'un parle beaucoup et finalement ne dise pas de choses très pertinentes. Et il vaut mieux quelqu'un qui répond vraiment aux questions en étant très précis, qui va à l'essentiel. Donc en fait, il n'y a pas de règle, mais voilà, souvent c'est une demi-heure. Ok, merci beaucoup. J'espère qu'on a pu vous aider et on vous souhaite bon courage pour la suite.